Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal préparé par les équipes de TV78. Nous sommes le lundi 22 novembre, voici les titres de cette édition. Le Secours catholique a dévoilé son rapport annuel sur la pauvreté en France, un focus sur l'aide alimentaire. Selon l'enquête, près de 7 millions de personnes y auraient eu recours en 2020. Les détails du rapport dans ce journal. Une dictée pour tous a pris place à La Verrière ce week-end, un événement gratuit et ouvert à tous pour lutter contre l'illettrisme, mais aussi s'amuser à déjouer les pièces de la langue française. C'est le comédien yvelinois Steve Tran qui s'est prêté au jeu de la lecture pour l'occasion. Et puis du côté football, c'est un début de saison marqué par l'agressivité des supporters. Dernier incident en date, un projectile reçu par Dimitri Payet dimanche lors du match Lyon-Marseille. Le point sur les violences au sein du stade dans cette édition. Le maire de Saint-Germain-en-Laye, Arnaud Péricard, a lancé le 18 octobre dernier un comité de soutien au président de la République. Une première rencontre s'est tenue ce vendredi à 19 novembre sur le thème de l'éducation. Le principe, capter les propositions des citoyens pour commencer la construction du futur programme d'Emmanuel Macron. Le reportage de Nicolas Dandry. Après tout, innover en termes de pédagogie, c'est peut-être innover sur les rythmes scolaires. Comment innover dans les politiques publiques de l'éducation? L'une des questions posées durant cette première soirée du comité de soutien de Saint-Germain-en-Laye à l'action du président de la République. Une cinquantaine de personnes ont participé à cet atelier autour de l'éducation. J'aime bien le format, oui, c'est très intéressant de faire travailler les gens ensemble et puis faire émerger des idées. Je trouve ça très intéressant de pouvoir échanger avec des gens qui semblent passionnés par l'éducation. En plus, on a à la fois des parents, des professeurs, des gens intéressés par le sujet, des fils d'enseignants. Enfin, voilà, c'était vraiment un panel très varié. Ces comités de soutien à l'action du président de la République, une initiative nationale mise en place à Saint-Germain-en-Laye par le maire Arnaud Péricard pour porter la potentielle future candidature d'Emmanuel Macron. Je pense que nos citoyens ont des choses à dire. Ils ne sont peut-être plus membres d'un parti ou d'une association politique, mais ils ont des choses à dire. Et donc l'objectif notamment de cette réunion, c'est de capter cette intelligence collective, de capter ces idées. Pendant 30 minutes, les participants ont échangé sur 4 thématiques. Avant cela, un rappel a été fait sur les mesures mises en place durant le quinquennat, avec notamment le dédoublement des classes de CP et CE1 en zone d'éducation prioritaire. Je crois que c'est emblématique et puis moi pour avoir visité pas mal de classes, de petites classes comme ça, on voit qu'à 12 élèves, il y a vraiment un niveau de calme et que les élèves travaillent par petits groupes d'une façon complètement différente et dans de bien meilleures conditions. Objectif de ces ateliers, nourrir le futur programme du président sortant. Prochaine thématique traitée à Saint-Germain-en-Laye, l'économie, le 15 décembre 2021. Et autre comité de soutien à Emmanuel Macron, celui de Villepreux, lancé le 22 septembre dernier, une initiative de l'actuel maire Jean-Baptiste Amonique en vue des élections présidentielles donc à venir. Une première soirée d'échange est organisée ce lundi soir, 22 novembre à 20h30. Inscription via le mail qui s'affiche en bas de l'écran. Le thème de la soirée, relance économique et pouvoir d'achat, un événement présence de Jean-Noël Barrot, député de la 2e circonscription des Yvelines. En 2020, en France, entre 5 et 7 millions de personnes ont eu recours aux centres de distribution alimentaire. C'est ce qui ressort d'une étude réalisée par le Secours catholique Caritas sur l'état de la pauvreté en France en 2020. Pour en parler avec nous, Nicolas Dandry, bonsoir. Bonsoir Justine. Vous êtes journaliste pour TV78. Quels sont déjà les principaux enseignements de cette nouvelle étude? Eh bien d'abord Justine, un chiffre à retenir, 537 €, le niveau de vie médian des personnes reçues en 2020 par le Secours catholique. 3 profils de ménage sont accueillis par l'association, 25% de mères isolées, 23% d'hommes seuls et 22% de couples avec enfants. Plus de la majorité des personnes accueillies à moins de 45 ans. Enfin Justine, 22% sont sans ressources financières. Et qu'en est-il donc de l'aide alimentaire ? Eh bien, la demande est en hausse. 54% des personnes reçues par le Secours catholique ont bénéficié d'une aide alimentaire en 2020. Sur les ménages qui ont reçu un chèque alimentaire de l'association, 80% sont concernés par une insécurité alimentaire modérée ou grave. Cette situation concerne des personnes à faible revenu, mais des ménages ayant des ressources issues du travail sont aussi touchés. La raison, c'est un budget plus serré face à des charges qui sont de plus en plus importantes. Et qu'en est-il donc dans le département, Nicolas ? Dans les Yvelines, le Secours catholique a accueilli 27 000 personnes en 2020. Parmi eux, 32% ont demandé une aide alimentaire. Même facteur explicatif, le manque de ressources financières.
Si 44% des ménages concernés n'ont aucune ressource financière, 22% ont une activité rémunérée. Toujours le même problème, un budget toujours plus serré face à des charges de plus en plus importantes. Et s'il faut retenir une chose, Justine, de la situation illinoise, c'est que 27% des personnes en précarité alimentaire ne s'alimentent pas régulièrement. Merci beaucoup pour ces informations, Nicolas Dandry, je le rappelle. Vous êtes journaliste pour TV78. Je vous en parlais tout à l'heure en titre, le football en début de saison est marqué par les violences au sein des stades, avec récemment notamment ce dimanche un projectile reçu par Dimitri Payet au début du match Lyon-Marseille, par conséquent interrompu. Jean-Pierre Merillon, bonsoir, vous êtes avec nous. Bonsoir. Merci, vous êtes le président du district de football des Yvelines. On fait le point avec vous donc sur le sujet, sur les violences au sein des stades. Vous qui êtes directement concerné par le sujet, comment vous avez réagi face aux violences justement de dimanche ? Écoutez, c'est consternant, et encore le mot est faible, c'est totalement consternant. Un match de foot, ça doit être la fête pour les spectateurs, que quelques individus viennent là dans un exutoire pour pouvoir faire ce qu'ils ont fait hier, je le répète, c'est ahurissant, quoi. Dans les Yvelines, est-ce qu'on est concerné par ce genre de comportement ? Alors non, parce que non, d'une certaine façon, oui, dans le foot amateur, mais pas de cette façon-là. Habituellement, ce qui est mis en avant, c'est la violence qui peut intervenir éventuellement chez les joueurs. Là, on n'est pas chez les joueurs, là, on est dans les spectateurs. Est-ce que, selon vous, il y a une évolution, que ce soit positive ou négative, justement, de la violence, de l'agressivité des supporters ? Écoutez, c'est un constat. C'est la 9e fois cette saison qu'en Ligue 1, il y a des incidents avec les supporters. C'est la 9e fois. Ça a commencé le 8 août, le 22 août, le 18 septembre, le 22 septembre, le 22 octobre, le 24 octobre, le 21 novembre, ça continue. J'ai vu que Madame la ministre des Sports a dit qu'il fallait prendre des dispositions. J'espère que des dispositions vont être prises pour lutter contre ça, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Justement, comment on pourrait prévenir ce genre de situation ? Est-ce qu'il y a des briefings au niveau de l'arbitrage peut-être ou des consignes notamment pour arrêter un match si besoin ? Alors, les instructions sont données effectivement aux arbitres pour faire en sorte que les matchs soient arrêtés lorsqu'il y a un risque d'insécurité, soit pour les joueurs, soit même pour les spectateurs. C'est comme ça que les choses se passent. Alors ça peut commencer par une interruption momentanée qui dure quelques minutes, et puis lorsqu'il y a effectivement ensuite, s'il y a plusieurs interruptions et puis que l'arbitre n'arrive pas à maîtriser les choses, effectivement, il se concerte avec les délégués qui sont désignés par la Ligue de football professionnel, et il se concerne avec les autorités publiques, et ensuite il prend une décision. C'est ce qui s'est passé hier. Et justement, pour venir ailleurs, vous avez dit qu'il y a eu 9 incidents déjà en Ligue 1, il me semble. Quelles sont les sanctions actuelles ? Est-ce qu'elles sont suffisantes finalement ? Écoutez, alors, je ne les connais pas dans le détail parce que je les vois comme vous dans la presse, mais manifestement, elles sont insuffisantes puisque ça continue. Si elles étaient suffisantes, ça s'arrêterait. Je pense aussi qu'il faudrait sans doute qu'il y ait en face de ces agissements des réponses pénales qui soient adaptées. Et justement, je voulais voir avec vous, aujourd'hui, il y a une grande proximité avec les joueurs, notamment des supporters qui descendent parfois sur le terrain après match pour voir des joueurs. Est-ce que ça pourrait être une cause aussi, cette proximité ? Est-ce qu'il faudrait finalement arrêter cette proximité avec les joueurs ? Normalement, la proximité avec les joueurs, elle doit pas se faire pendant le match. Il est interdit à un spectateur d'entrer sur le terrain, tout simplement. On n'a pas le droit d'entrer sur un terrain, et c'est d'ailleurs sanctionné pénalement. Mais ensuite, est-ce que les sanctions pénales sont suffisantes ? Est-ce qu'elles sont appliquées ? C'est aussi toute la question. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est un peu impuissant aujourd'hui face aux supporters, justement ? J'espère qu'on n'est pas impuissant, parce que si on est impuissant face aux supporters, ça va continuer. Et j'ai vu que la ministre des Sports aujourd'hui a dit il faut impérativement que des dispositions soient prises pour que ça s'arrête. Elle dit que le football risque de ne plus être apprécié comme il l'est actuellement, quoi. Justement, c'est ce que j'allais vous demander. Continuer dans des conditions comme ça, est-ce que c'est faisable ou finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas, par exemple, arrêter la compétition un temps ou... Alors c'est très compliqué parce que est-ce qu'il est nécessaire d'arrêter la compétition parce que quelques individus se comportent mal ? Est-ce qu'il ne faut pas avoir une autre action ? Je ne vais pas vous donner la réponse, je ne l'ai pas. Si on avait la réponse, il y a longtemps qu'elle serait mise en œuvre, bien entendu. Moi, ce qui me gêne néanmoins, c'est
qu'il y a dans le sport du mimétisme, c'est-à-dire que celui qui regarde le match de foot qui est joué en Ligue 1 ou en Ligue 2 et qui voit des comportements comme cela, certains qui sont un peu faibles, je dirais, risquent de penser qu'on a le droit de le faire dans le sport amateur, quoi. Merci beaucoup Jean-Pierre Merion d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes le président du district de football des Yvelines. Merci beaucoup. Lancé en 2013 par Abdellah Boudour, la dictée pour tous est un événement qui rassemble petits et grands. Le but, favoriser l'accès à la lecture et à l'écriture dans une ambiance conviviale et sans jugement. Déjà 421 dictées ont pu être réalisées partout en France et même à l'international. Samedi dernier, c'est à La Verrière qu'elle se déroulait en présence du comédien Steve Tran, Grégory Canalet et Céline Charles étaient sur place. Organisée par l'association Force des Mixités, la dictée pour tous invitait samedi dernier parents et enfants à venir s'adonner à l'exercice difficile de la dictée. Un moyen de lutter contre l'illettrisme et l'inégalité des chances en réunissant les gens autour du patrimoine linguistique français. C'est la première fois que je fais ça depuis que j'ai quitté l'école en 1975. Et puis pour voir mon niveau. C'est un moyen, je dirais, pédagogique et surtout ludique d'apprendre à nos enfants les valeurs très simples. Déjà d'une part notre patrimoine. Parce que là, vous allez voir, la thématique, ça va être sur l'Assemblée nationale. Mais surtout, c'est de mettre en avant, très simplement, la richesse de notre langue. L'événement de la dictée pour tous, c'est intergénérationnel. C'est de réunir tous les publics de toute origine, de tout horizon, de toute classe sociale et se retrouver autour de notre patrimoine linguistique. C'est un gros problème qu'on voit dans les mails, on voit dans les rapports ou dans n'importe quel document. Pas mal de fautes d'orthographe. Une action encouragée par des personnalités de tous les domaines. Après Gad Elmaleh au château de Versailles en 2019, c'est l'acteur et réalisateur Steve Tran qui a accepté d'être lecteur sur cette dictée. Nos jeunes, c'est notre futur et il est important aujourd'hui de remettre tout ça en ordre parce que c'est vrai que quand tu vas sur Twitter, Facebook et sur les réseaux sociaux, il est vrai qu'au niveau grammaire, orthographe, ça fait un peu flipper, tu vois. Moi j'ai peur, j'ai des gamins, tu vois, je me dis j'espère qu'ils vont pas écrire comme ça et je trouve ça très important. On essaie de populariser, démocratiser la dictée et pour la rendre plus fun, plus cool, surtout à travers les nouvelles générations, c'est grâce aux personnalités. L'effort a laissé place au réconfort en fin de journée, avec une distribution de livres, une remise de prix et de lots et une séance de dédicaces. De retour sur Terre après 6 mois passés dans la Station spatiale internationale, l'expérience de Thomas Pesquet auprès des Blobs est terminée. Mais au collège Debussy, le travail continue. L'établissement Saint-Germanois fait partie des 4500 sites scolaires sélectionnés par le CNES et le CNRS. Il nous a reçus cette fois-ci pour un cours des sciences de la vie et de la Terre. Les élèves ont manipulé les blobs avant de les réveiller. Mélanie Poquet s'est rendue sur place, regardez. Il va falloir vraiment bien faire tout ce qui est demandé par Audrey Dussotour. Une expérience digne des grands chercheurs. Pour cette classe de 3e du collège Debussy, les règles sont données par une biologiste du CNRS, Audrey Dussotour, dans le cadre du programme Élève ton blob. On va découvrir la réaction du blob. Donc là, on a juste mis de l'eau. On a bien mis d'eau dans le blob, avec le blob, et on va voir son comportement. On observe un nouvel organisme qu'on n'a pas forcément pu interagir avec durant toute notre vie. C'était intéressant. C'était mieux qu'un cours où on fait que parler. Là, on était dans l'action. Ça diffère de ce qu'on fait à l'école, généralement. Ça a été assez bien à faire. Ça a permis, pour ceux qui veulent faire des études scientifiques ou quoi, de voir ce qu'ils vont faire plus tard. Un protocole strict à suivre pour 2 expériences menées aussi dans l'espace par Thomas Pesquet. Les résultats menés par les différentes classes participantes sont comparés à ceux du spationaute français. C'est inédit dans l'année scolaire. Habituellement, on ne travaille pas dessus. Maintenant, on va pouvoir s'en servir. Alors, pour une année de 3e, c'est l'exploitation d'un protocole, respecter le protocole, utiliser le matériel, savoir travailler par binôme en suivant bien tout le protocole sans demander trop l'aide du professeur. Donc ça s'intègre parfaitement dans le programme. Une fois les blobs réveillés, ils ont été placés dans le laboratoire du collège et filmés. Le collège Debussy continue dans son approche pluridisciplinaire. Il nous donne rendez-vous en décembre pour suivre un cours de français.
C'est un rendez-vous traditionnel pour la faculté de droit et de sciences politiques de l'université Versailles-Saint-Quentin. La rentrée solennelle s'est tenue jeudi dernier avec une saveur peut-être un peu particulière pour cette année. Celle de 2020 n'avait pas pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire. Un reportage avec Mélanie Poquet. Célébrer l'excellence, ces étudiants en droit sont majors de leur promotion. Chaque année, la faculté les honore lors de sa rentrée solennelle. Pour montrer également les missions de l'université et d'une faculté de droit en particulier, et puis fédérer notre communauté autour de valeurs communes qui sont celles de l'université, avec sa spécificité qui est l'adossement des formations à la recherche. Une 15e rentrée de la faculté à la saveur particulière. L'année scolaire 2020-2021 a été marquée par des cours en distanciel. Avec tout ce travail, je me rends compte que mes efforts sont récompensés et ça me fait vraiment plaisir du coup d'avoir un prix par rapport à ça. Ma licence s'est très bien passée, de très bons enseignants, un très bon enseignement, une très bonne ambiance à l'UVSQ, beaucoup d'entraide entre les étudiants. Et avec cette pandémie, on s'est très bien organisé entre nous. Présents dans l'Assemblée, proches mais aussi enseignants-chercheurs, équipe administrative et partenaires du monde juridique privé et institutionnel. Cette rentrée était parrainée par les bâtonniers des barreaux de Paris et de Versailles. Il faut concevoir cette activité du droit comme une situation d'évolution, des perspectives pour vous que vous ne connaissez pas nécessairement bien. Je vais essayer de leur transmettre cet intérêt pour le droit, l'importance du droit dans la société, la question de la place des relations apaisées. Le droit n'est pas que du conflit, n'est pas que de la justice. Le droit, c'est aussi des contrats, c'est aussi la manière de traiter les affaires, c'est aussi la manière de régler les problèmes, de la médiation. Liberté d'expression et réalité du métier ont été les principaux sujets évoqués. 56 étudiants ont été récompensés. 3600, c'est le nombre d'élèves de l'Académie de Versailles qui vont pouvoir participer au service national universel en 2022. Avec de nombreux retours positifs, le SNU continue son déploiement. Il s'adresse aux jeunes âgés de 15 à 17 ans qui souhaitent s'investir dans la vie citoyenne. Les inscriptions sont déjà ouvertes sur snu.gouv.fr. 3 sessions sont déjà prévues en février, en juin et en juillet 2022. Et c'est un tout autre sujet à présent. Depuis plusieurs mois, la vente du domaine de Grignon fait polémique dans les Yvelines. Situé sur la commune de Thiverval-Grignon, le site est actuellement occupé par AgroParisTech, l'école d'agronomie déménageant ses activités sur le plateau de Saclay pour septembre 2022. Une vente au groupe Altarea Cogedim avait été annoncée par l'État, c'était au mois d'août. Un projet abandonné suite à de nombreuses mobilisations. Une nouvelle procédure de cession sera donc lancée au second semestre 2022. Gérard Larcher, président du Sénat, était l'invité ce jeudi de l'émission Face au territoire, diffusée notamment sur notre antenne. Il était interrogé par Wilfried Richy sur la gestion du dossier par l'État. Gestion de ce dossier, il illustre la méthode verticale. On décide d'en haut, sans lien avec les élus du territoire, sans lien d'abord avec le maire de la commune, sans lien avec l'intercommunalité qui, elle, a proposé de s'engager dans la reprise de ce domaine pour y construire ensemble, co-construire, partager avec l'État. Eh bien non, à Bercy, on a préféré en quelque sorte de l'argent sonnant et trébuchant au travers de la vente directe à un grand groupe. Fort heureusement, la décision et la sagesse sont revenues après la mobilisation de tous, les élus, les étudiants, les chercheurs et ceux qui avaient été formés dans cette école. Côté culture, les archives départementales des Yvelines accueillent depuis ce lundi 22 novembre et jusqu'au 22 avril une exposition consacrée à 8 procès historiques. Elle s'intitule « Filmer les procès, un enjeu social de Nuremberg au génocide des Tutsis au Rwanda ». Le but de cette exposition, mettre en lumière l'importance des caméras dans les salles d'audience. Les spectateurs pourront se plonger dans les extraits inédits issus de 2600 heures de films, comme par exemple le procès de Klaus Barbie, premier procès tenu en France pour crimes contre l'humanité, ou encore les extraits des procès de Paul Touvier et Maurice Papon, collaborationnistes du régime de Vichy durant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, retrouvez Mickaël Elmidoro pour votre magazine sportif, accompagné de Bichente Mérien Santisteban pour vos résultats du week-end. Très bonne soirée à tous sur TV78.